Et oui, parce que cette année est censée être celle du rebond de l'économie un peu partout dans le monde, une année, comme on dirait, de rattrapage après cette récession historique de 2020. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE et économiste. Bonne année, merci d'être là avec nous. Mais bonne année à vous, Que David, peut-on souhaiter à un homme qui a déjà tout, ou presque? et à tous vos auditeurs. Les internautes, comme on appelle ça, en 2021. Ah oui, c'est vrai que nous sommes en 2021. Voilà, c'est bien de le rappeler. Bon, la Bien reprise. Dans le XXIe siècle. Oui, cette reprise économique, on sait que tout dépendra, évidemment, encore une fois. Encore une fois, on l'a dit pendant 2020, mais tout dépendra de la situation, de l'évolution sanitaire. Et là, on se dit que 2021 ne commence pas si bien que cela. Quand on voit que ça serre un peu la vis un peu partout dans le monde, les restrictions, les reconfinements, vous avez vu. Faites pas cette tête-là, vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni, vous voyez ce qui se passe en Allemagne. Non ? Oui, la fin de l'année 2020, sur le plan épidémique, a été effectivement assez active, avec une deuxième vague très virulente dans un certain nombre de pays, pratiquement tous les pays. Ça reconfine un peu partout quand même en Europe. Avec des reconfinements qui sont impliqués par effectivement cette seconde vague. Prolongation de la fermeture des commerces en Allemagne. Voilà. Bon, par contre, il y a quand même une très très bonne nouvelle pour 2021. Oui, le vaccin. Bah oui. Non mais, enfin, le vaccin, le meilleur, la formule n'est pas de moi, le meilleur des plans de relance, c'est le vaccin. Oui, et surtout, vous voyez, il y a quelques mois, il y a 6 mois de ça, quand on parlait de vaccin, c'était avec beaucoup de précautions et beaucoup d'incertitudes. Pour certains, avoir un vaccin, c'était quelque chose qui n'était pas raisonnable avant plusieurs années. Or là, on voit que les campagnes de vaccination ont commencé plus ou moins vite. Plus ou moins timidement, ça dépend des pays, bien sûr. Ça dépend des pays. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire. Enfin, il suffit de regarder la télé pour savoir ce qu'on veut dire. C'est vrai que juger une campagne sur 6 mois, sur une semaine, c'est vrai que le gouvernement, c'est sa com. Hein. Ça peut s'entendre aussi. Ça peut s'entendre. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a un vaccin, des campagnes de vaccination qui ont commencé et des perspectives de vaccination à grande échelle. Mais ça, c'est plutôt pour l'épidémie. Ça, c'est plutôt pour la deuxième moitié de 2021. Oui, mais ça veut dire que cette fois-ci, la lumière qu'on voit au fond du tunnel, c'est effectivement la sortie du tunnel et c'est pas le train qui arrive en face. Ouais. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que faire des prévisions sur 2021, encore une fois, c'est un exercice qui est très très difficile parce que tout est incertain, qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri, encore une fois, on voit cette détérioration aujourd'hui, encore une fois, de la situation sanitaire, l'Europe qui se reconfine, une campagne de vaccination qui peut aussi présenter des retards, des surprises. Oui, alors on fait des prévisions justement parce que c'est incertain, parce que quand c'est certain, il n'y a pas besoin de faire de prévisions, tout le monde est capable de le faire. Oui, mais il y a des degrés d'incertitude. Non, il y a des degrés d'incertitude, mais... Quand l'OCDE fait trois scénarios, c'est juste qu'il y a un... En dehors de la plaisanterie, voilà, dans un moment comme ça, les prévisions sont très importantes parce qu'elles permettent de décider des politiques que l'on va réaliser. Donc en fait, c'est des façons de faire des diagnostics et de proposer ensuite des réponses. Ouais, mais si c'est pour dire qu'au final, la France, peut-être qu'on fera 2, 4 ou 8, oui, mais David, finalement, on ne dit rien. C'est pas de savoir, en fait, au fond, c'est pas de savoir quel va être le taux de croissance de la France l'année prochaine, parce qu'on a compris qu'il serait dépendant de tout un tas de facteurs dont certains ne sont pas dans notre contrôle. Cette année, oui. Pour l'année 2021. Ouais. Donc, en revanche, faire des prévisions, ça va nous permettre de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui permettront de faire en sorte qu'on ait, compte tenu des circonstances, la meilleure situation possible ou la moins pire. Et ça, pour le coup, oui, plus c'est incertain, plus il faut faire des prévisions. Qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui est incertain? Parce que pour moi, ce qui est certain, c'est qu'a priori, la deuxième moitié de 2021 sera meilleure que la première. Jusque-là, je ne prends pas de risque. Ou c'est même pas sûr. Mais c'est pas tout à fait sûr en fait. Rien n'est jamais sûr. Ce qui est important. Le pire n'est jamais certain non plus. Ce qui est important dans les prévisions. Vous dites qu'il y aura effectivement la campagne de vaccination commence, il y a la lumière au bout du tunnel, et en même temps vous me dites non, pas sûr que la deuxième partie de l'année soit meilleure que la première. La lumière au bout du tunnel, ça veut dire qu'on peut envisager la fin de la pandémie et de la crise sanitaire. Et donc à partir de là, on va pouvoir maintenant s'intéresser aux conséquences économiques de l'année 2020 et du début de l'année 2021. Sur un certain nombre d'agents économiques, les entreprises, les ménages, ceux qui ont beaucoup perdu, les secteurs qui vont être durablement touchés, ceux qui ne le sont pas, qui vont rebondir ou qui vont même rattraper ce qu'ils ont perdu en 2020. Et donc, à partir de là, sur la base de ce diagnostic et de ces éléments de qui est touché, qui ne l'est pas, de pouvoir déterminer les politiques publiques. Il y a tout un, alors là, pour le coup, il y a tout un tas d'inconnus et d'incertitudes et de choses sur lesquelles on peut quand même investiguer, travailler, essayer d'avoir une vision qui sont
quelles sont les conséquences économiques de la crise jusqu'à maintenant. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, tant qu'on était dans la crise sanitaire, s'intéresser aux conséquences économiques, c'était un petit peu dérisoire, parce que finalement, on ne savait pas quand est-ce que le scénario sanitaire allait s'arrêter, et donc on ne savait pas jusqu'à quel point on allait s'enfoncer. Maintenant qu'on peut avoir un scénario sanitaire un peu moins incertain, ben, on va pouvoir très sérieusement réfléchir et mettre en place tous les éléments pour avoir la meilleure reprise. Les faillites, on ne les a aussi. pas vues jusqu'à présent. Et justement, alors la question c'est, on les a pas vues, mais c'est pas très étonnant. On a mis en place, on a suspendu la question des faillites par des systèmes de garantie de prêt. Ça dépend des pays, de report de créances. Mais si on prend le cas de la France, le prêt garanti par l'État, les reports de créances fiscales, sociales, certaines créances privées qui ont été aussi suspendues. Bon, voilà, on a gelé en quelque sorte tout ça. On a accumulé des pertes, en tout cas on a accumulé des coûts fixes et pas de chiffre d'affaires. Ouais. Et donc maintenant, il va falloir déboucler tout ça. Déboucler tout ça, ça veut dire reprendre le cours normal de il faut que vous payiez vos coûts fixes avec votre chiffre d'affaires. Ce sur quoi on a plus ou moins de certitude, et ce sur quoi on a vraiment, qui est pour le coup beaucoup plus inconnu. Qu'est-ce qu'on dit quoi? On dit le taux de chômage, que l'épargne des Français, la consommation, leur attitude, encore une fois, la situation sanitaire. Quels sont les gros facteurs de risque et les facteurs de certitude en ce début d'année? Je pense, sur la question de la consommation, on peut avoir énormément de questions à se poser. En même temps, ce que nous a montré le troisième trimestre 2020, qui était une espèce de petite fenêtre entrouverte. Dès qu'on laisse les gens consommer, ils se remettent à consommer. Et que ça revient très très vite à la normale de ce point de vue. Ça, c'est une vraie surprise. On avait entendu beaucoup de gens dire, attendez, mais le stop and go, c'est terrible et tout. En fait, en termes de consommation, quand les gens peuvent consommer de nouveau... C'est peut-être pas tant que ça une surprise. On a peut-être surinterprété le fait que quand on confine les gens, qu'on les empêche de faire des choses pendant 2 ou 3 mois ou 6 mois, ça marque définitivement leur comportement et leur façon de voir le monde, alors qu'en fait... non, et même au contraire, ça crée plutôt des frustrations que ça ne donne... Après, sur 2020-2021, la Banque de France parle de 200 milliards d'euros d'épargne cumulée par les Français. C'est un chiffre global, évidemment. Quand on est indépendant, qu'on est cadre supérieur, ce n'est pas la même situation. Alors, il y a effectivement une épargne accumulée jusqu'à maintenant. La question est de savoir, est-ce que ça va continuer en 2021 ? La Banque de France dit oui. Alors oui, mais ça pour le coup c'est une prévision et donc ça peut se révéler être moins juste. Ça dépend en fait fondamentalement d'une chose. Hein, on sait que l'épargne accumulée elle est beaucoup liée aux mesures de restriction, aux empêchements de consommation. Ouais. Donc si la consommation est puis de nouveau la peur du chômage, non, mais alors justement la peur du chômage jusqu'à maintenant c'est pas un facteur qui a joué sur cette épargne. Ouais. Et donc ce qui a beaucoup joué c'est l'empêchement de la consommation. Donc pour 2021, ce qui va être important, c'est de savoir quand est-ce que l'empêchement de la consommation cesse. Là, on voit qu'avec la montée de l'incidence de l'épidémie et du nombre d'infections, les mesures prophylactiques vont être prolongées au cours du mois de janvier. Est-ce que le printemps va permettre une accalmie? Est-ce que le printemps sera précoce de ce point de vue-là? On ne sait pas. On ne sait pas. On peut imaginer que d'ici au mois d'avril, mai... donc un peu avant l'été, on puisse revenir assez rapidement à la normale, ou en tout cas avec des protocoles sanitaires qui, on l'a constaté au troisième trimestre 2020, n'empêchent pas nécessairement la consommation. Donc ça fera qu'il y aura plus d'épargne accumulée, parce que en fait, c'est aussi ce que nous a montré le troisième trimestre 2020, c'est à partir du moment où on arrête l'empêchement, en fait l'épargne ne s'accumule plus, donc les gens dépensent leurs revenus. Donc ça veut dire qu'après les moins 9 ou moins 10% de décroissance sur 2020, c'est sûr, on fera entre quoi? Entre 4 et 7 de rebond, de croissance, entre 5 et 7 sur 2021 en France? Oui, ça, entre 5 et 7, même peut-être plus, pourquoi pas? Et peut-être moins aussi. Si vous voulez. Non, mais on sait pas. Plus pourquoi? Parce qu'on peut rattraper. Vous parlez, enfin, il y a une inconnue sur cette épargne accumulée, disons 100 milliards, entre 100 et 200 milliards, si vous voulez, jusqu'avec le chiffre de la Banque de France, d'épargne accumulée par les ménages français. Et 1400 milliards aux États-Unis sur 9 mois, sur 10 mois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est-à-dire, est-ce que les voitures qu'ils n'ont pas achetées en 2020, est-ce qu'ils vont les acheter en 2021? Et est-ce que le fait d'avoir cette épargne, et alors il se trouve que ceux qui ont cette épargne sont précisément ceux qui achètent des voitures. Et il se trouve que c'est aussi un moment où certains pouvaient être refroidis par le prix des voitures moins fossiles ou non fossiles et les sommes qu'il fallait engager dedans. Donc peut-être que le fait d'avoir cette épargne... Les voitures non fossiles. Les voitures non fossiles, oui.
les voitures Les hybrides voitures ou récentes, les voitures récentes, électriques. quoi. Les voitures hybrides ou électriques. Et donc, peut-être ça va déclencher ces achats et que l'année 2021 en matière automobile sera une très très bonne année en termes d'immatriculation. On est C'est revenu à tout fait possible. 1975 en même temps. Donc, Oui, on est revenu à 1975, mais peut-être que 2021 sera une année exceptionnelle parce qu'on va rattraper une grosse partie de l'année 2020. Et c'est assez Là, probable. c'est la confiance. Oui, mais c'est aussi la confiance. Faut-il avoir C'est pas que la confiance, Non. il y a aussi des choses un peu dures. C'est-à-dire que vous avez quand même un peu utilisé votre voiture en 2020, elle s'est usée et ça associé au fait que vous avez une épargne importante, bah, ça fait deux facteurs qui peuvent déclencher des achats d'automobile. Donc, on est excessivement prudent aujourd'hui quand on fait des prévisions parce qu'on ne veut pas dresser des plans sur la comète à partir de ça, mais il est très probable qu'on ait beaucoup de bonnes surprises, comme on a eu plutôt des bonnes surprises au troisième trimestre 2020. Alors, ce qui ne veut pas dire... Ça sous-entend que la campagne de vaccination se déroule, encore une fois, en accélérant non, mais comme prévu. L'élément clé... Que les restrictions ne durent pas trop longtemps non plus en Europe. Voilà. L'élément clé, c'est la dimension sanitaire. Parce que ça, par contre, ça joue de façon très très forte. La dimension sanitaire, et pas par l'incertitude ou par la peur qu'elle fait, mais par les mesures prophylactiques qu'on est obligé d'appliquer quand l'épidémie circule, et ben ça a un impact direct sur l'activité économique. Une fois que ça s'est levé, beaucoup de choses sont possibles, y compris un début de rattrapage de ce qui a été perdu en 2020. Ouais. Un début, parce qu'il faudra encore attendre. Un début. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Merci d'avoir été avec nous donc, pour cette première émission de l'année en direct sur Boursorama. Donc Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, économiste. Merci encore, bonne année. Merci Xavier. Merci David. Salut.